Bonjour mesdames et messieurs. Nous vivons un changement de statut des technologies numériques. C'est ce que nous vivons actuellement, qui ne sont plus seulement destinées, comme elles le sont depuis plus d'un siècle maintenant, à permettre la collecte, le stockage et l'indexation et la manipulation de plus en plus aisée et à diverses fins de l'information. Si ces fonctionnalités continuent d'être à l'œuvre, de se développer plus que jamais, la collecte, le stockage, l'indexation et la manipulation aisée de l'information, ces fonctions continuent de se développer, mais depuis peu de temps, une nouvelle fonction est dévolue aux technologies numériques, comme une nouvelle branche qui serait apparue. J'ai presque envie de dire une autre mission qui est dévolue aux technologies numériques, qui est très troublante, qu'on ne relève pas assez, il me semble. C'est celle d'expertiser le réel, des situations de toute nature, à des vitesses infiniment supérieures à ce dont sont capables nos capacités humaines, de façon supposément plus fiable, et à nous révéler des situations jusque-là masquées à notre conscience. Alors, ce que je vous dis là peut vous paraître abstrait. Je vous donne un exemple concret. Je pense par exemple à l'application Waze, rachetée par Google à une start-up israélienne en 2005, qui expertise en temps réel l'état du trafic et qui suggère, après on s'y conforme ou non, à adopter tel itinéraire plutôt que tel itinéraire en fonction d'une expertise opérée en temps réel. Et c'est la mission dévolue à l'intelligence artificielle est une instance érigée en vue de nous révéler et de nous dire la vérité. Alors pourquoi je parle de vérité? Parce que la vérité, à la différence de l'exactitude n'est uniquement factuelle. Elle relève de faits. Par exemple, le jour de l'investiture de Donald Trump, le 21 janvier 2017, je crois, il a plu et son attaché de communication nous a dit qu'il a fait un temps merveilleux. C'est faux. Il a plu. C'est factuel. C'est pas une affaire de vérité. La vérité, à la différence de l'exactitude, revêt toujours un pouvoir performatif. Je pense par exemple à la vérité religieuse, qui édicte des dogmes et qui appelle à s'y conformer. Ou je pense à un exemple concret que nous connaissons plus ou moins tous, la vérité des parents, dans la parole de la bouche des parents, qui disent par exemple à leurs enfants, il est 9 heures, il est temps d'aller se coucher, et en fonction de cette vérité énoncée, on s'y conforme. En cela, nous vivons, dans la mesure, et je vais vous expliquer pourquoi ces technologies sont des instances à énoncer la vérité et à nous y conformer, en cela, nous vivons ce que je nomme le tournant injonctif de la technique. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité et l'histoire de la technique, des systèmes techniques nous enjoignent d'agir de telle manière plutôt que de telle manière. Et là, on peut saisir, et je vais vous donner quantité d'exemples, le tournant civilisationnel, allons plus loin, anthropologique, qui s'opère dans la mesure où des systèmes nous disent « agissez de telle manière plutôt que de telle manière ». Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut voir comment ça s'opère et comment ça s'inscrit à l'intérieur de différents niveaux. Ce que j'ai fait dans mon dernier livre, qui est sorti en France en 2018, qui s'appelle « L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle », qui va paraître chez l'éditeur argentin Caja Negra en avril prochain, où j'ai identifié plusieurs niveaux injonctifs. J'en ai identifié 4. Il y a un premier niveau que je nomme un stade incitatif et qui s'applique principalement aux individus. Et ce stade incitatif, on peut le dater historiquement. Il date de l'apparition des smartphones en 2007, qui ne permettait pas seulement d'avoir accès à l'information à l'intérieur d'une dimension spatio-temporelle théoriquement ininterrompue. Sur l'écran, à quantité d'informations est adaptée à la taille de l'écran. Mais ces smartphones, et l'iPhone en particulier, avaient une spécificité qui a induit un tournant sur lequel nous continuons de vivre. C'était, vous l'avez peut-être deviné, l'intégration des applications. Et des applications qui se nourrissaient de la compréhension de nos comportements individuels et qui, de plus en plus, énonçaient des suggestions
individualisé. Prenez tel itinéraire, comme par exemple l'application Waze, ou prenez, allez dans tel hôtel qui vous convient, ou allez dans tel restaurant qui vous convient. C'était le début de la technique qui s'érigeait comme une instance à nous assister, à nous accompagner au quotidien, en vue de ce qu'on peut appeler, une sorte d'administration supposée tendue vers un bien-être de notre quotidien. Et comme ce qui caractérise l'industrie numérique, c'est son extrême agilité et réactivité dont elle a témoigné avec une sorte de génie tout au long des années 10, les applications n'ont pas suffi. Très vite, vous vous souvenez peut-être que dès 2010, un autre procédé, un autre dispositif tendant vers exactement la même mission est apparu. C'était ce qui avait été nommé les assistants numériques personnels. Je pense à Siri qui date de 2010, qui a été racheté par Apple à 2010 et qui entendait continuellement nous énoncer, nous dire les actions à entreprendre en vue généralement, supposées être hyper individualisées, supposées nous correspondre et en vue généralement d'opérer des transactions commerciales ininterrompues. Mais vous remarquerez que ce dispositif des assistants personnels était déjà balbutiant à l'époque et il continue de l'être aujourd'hui. Mais depuis, avec l'extrême génie qui caractérise l'industrie du numérique, un autre dispositif est apparu depuis 4 ans et qui donne presque sa pleine mesure à cette volonté d'utiliser l'intelligence artificielle, des nouveaux systèmes numériques, en vue de continuellement nous dire la bonne action à entreprendre. Je pense, et là aussi peut-être avez-vous deviné à quel dispositif je fais référence, je pense aux enceintes connectées. Là, il y a un dispositif fiable qui entend instaurer une relation de plus en plus familière, voire intime, souvent énoncée par des voix féminines, et qui entend continuellement introduire des échanges en vue de « je suis dans ma baignoire, par exemple, l'enceinte me dit vous devriez prendre telle huile essentielle ou aller dans tel cinéma après votre bain en vue de continuellement nous accompagner au cours de notre existence ». Il est très surprenant, très troublant, mesdames et messieurs, de relever qu'au moment où la technique est tendue en vue de nous dire la vérité, les systèmes se mettent à parler. C'est-à-dire, c'est plus dans l'écriture, ça nous parle. Ça nous parle en vue de nous dire, c'est ça qui vous convient. Alors, je pense à un dispositif qui va être emblématique de cette dimension-là, la voiture autonome, qui n'est pas supposée être seulement un instrument supposé nous conduire d'un endroit A à B de la façon la plus sécurisée, prétendument, par exemple de Santiago à Mendoza, mais qui va continuellement interpréter nos comportements dans l'habitacle, les conversations tenues, l'analyse des traits du visage, jusqu'à l'analyse de la sueur sur les sièges, et qui va être une instance à continuellement dialoguer avec nous et nous accompagner, nous dire on va vous accompagner à la pharmacie la plus proche parce que vous avez l'air fatigué, ou je vais vous conduire, c'est le cas de le dire, je vais vous piloter au restaurant qui vous convient le mieux. Donc c'est ça la première incidence de ce stade incitatif, c'est ça instaure, et quantité d'exemples sont à l'avenant, je pense à des bandeaux connectés qui sont introduits aujourd'hui, qui en vue d'évaluer supposément la nature du sommeil, et au matin nous proposent, en fonction de la connaissance évolutive de la qualité supposée de notre sommeil, des compléments alimentaires ou des séjours à la montagne. Ce qui caractérise, je parle de stade incitatif, ce qui caractérise les systèmes d'intelligence artificielle, c'est que ce ne sont pas des technologies stables. Ce sont des technologies en sophistication sans cesse croissante, dont la fiabilité est appelée à être sans cesse plus avérée et efficace. Alors nous sommes en 2020, mais peut-on imaginer en 2025 ou en 2030, à force de l'expérience de résultats toujours plus fiables à m'accompagner au cours de mon quotidien, on peut imaginer que c'est plus un stade incitatif qui est à l'œuvre. C'est une sorte de stade dont je ne trouve pas l'expression encore, qui va nous laisser sans voix en quelque sorte. C'est-à-dire la voix qui nous parle nous laisse sans voix. Mais oui, comment je vais pouvoir, à l'intérieur de ce stade incitatif, alors que je suis en théorie supposé être libre d'y répondre ou non, mais c'est appelé de plus en plus efficace,
est-ce que nous aurons les moyens, individuellement, de dire je ne pense pas que ça soit la bonne suggestion qui m'est faite. Ça sera de plus en plus difficile. Donc vous voyez bien que ce que je nomme ce stade incitatif, il est appelé à s'inscrire à l'intérieur d'un cadre de plus en plus naturalisé où la vérité est continuellement énoncée. Dont la première conséquence des développements d'intelligence artificielle, au-delà de tous les discours enjoliveurs, donc qu'on ne cesse d'entendre de toutes parts à l'échelle de la planète, la première conséquence, mesdames et messieurs, sur laquelle je voulais insister ce matin avec vous, et dont je viens de vous donner quelques points, la première conséquence, c'est la volonté de marchandiser, d'interpréter tous nos états et de marchandiser tous les pans de notre vie, jusqu'au sommeil, j'en ai parlé, jusqu'à l'analyse de comportement dans les véhicules, d'organiser ce que je nomme une marchandisation intégrale de la vie, et ce, bien au-delà de tous les discours enjoliveurs qui nous présentent les systèmes d'intelligence artificielle comme l'horizon lumineux et bienfaiteur de notre futur individuel et collectif. Il y a un deuxième stade, qui est au moins aussi sérieux, qui est une sorte de deuxième niveau, que j'ai nommé un stade impératif, dans la dimension injonctive de la technique. Et ce stade impératif, il s'applique particulièrement, pour l'essentiel, pour des secteurs collectifs de notre vie sociale. Par exemple, le recrutement, depuis quelques années, depuis 2-3 ans, vous avez remarqué que les agences de recrutement usent de chatbots, de robots numériques qui dialoguent avec des candidats en vue de sélectionner, par exemple sur 300 candidats, de sélectionner 4-5 candidats, selon des critères dont on ne sait rien, dont on peut supposer qu'ils visent la plus haute efficacité supposée, la plus haute optimisation, je pense la plus grande docilité aussi, et qui exigent la vérité, qui disent, voilà les 4-5 candidats, en fonction des critères automatisés qui sont inscrits dans les paramètres qu'on ne voit pas, et qui disent, voilà, il faut prendre le candidat B, T, V, U. Et pour l'instant, en 2020, l'humain est encore dans la boucle. Mais qu'en sera-t-il en 2025, où avec la sophistication sans cesse croissante de ces systèmes, eh bien des systèmes édicteront la vérité, 300 candidats avec des chatbots, le dialogue, la capacité de dialoguer avec les systèmes, c'est le candidat T qu'il faut prendre indéniablement. Donc on comprend bien que là, il y a un recul du jugement humain à se déterminer dans les affaires humaines au profit d'une automatisation, d'une algorithmisation de la décision humaine en vue de tendre vers la plus grande optimisation supposée. Je pense par exemple au secteur de la banque. Tout le monde sait aujourd'hui que ce ne sont plus des êtres de chair et de sang, des humains, qui décident de l'octroi et des conditions de prêts bancaires, mais des systèmes qui, en fonction de quantité d'informations, des historiques, décident oui ou non d'octroyer des prêts et à telles conditions. Je pense par exemple à l'assurance, qui de plus en plus individualise les tarifs en fonction de la connaissance individualisée des comportements, qui ajuste, et ce sont des systèmes qui font cela. Et je vous donne un exemple éloquent sur cette individualisation et de cette automatisation entre la connaissance des comportements et la prise de décision par des systèmes, avec le principe qui s'appelle, par exemple, dans l'automobile et qui est déjà utilisé depuis quelques années aux États-Unis, il faut l'entendre, cette phrase, enfin cette formule, qui dit « pay as you drive », « pay as you drive », c'est-à-dire les capteurs, la connaissance en temps réel de ma conduite, et en fonction de tous les événements que je vis sur la route au quotidien, les tarifs sont ajustés non pas par des humains, mais par des systèmes. Je pense, comme dernier exemple, je pourrais en décliner d'autres, dans le stade impératif, je pense à un champ éminemment sensible, dont la doxa technolibérale veut qu'il faut qu'il y ait quantité de systèmes numériques intègre ce secteur. Je pense au secteur de l'éducation, de l'école publique, de l'université, qui veut qu'aujourd'hui, pour pallier toutes les difficultés rencontrées, il y a un miracle, c'est l'introduction de systèmes numériques dans tous les champs de l'éducation, et qui voit quoi? Qui voit des plateformes d'enseignement individualisées qui relèguent le pauvre professeur avec ses compétences désormais obsolètes au rang de coach de plateforme, et qui entraînent une hyper-individualisation de l'enseignement, supposée donner à l'élève exactement ce qui est supposé lui convenir, à l'opposé exact du principe indicatif qui vise à se défaire de ses propres croyances, de ses propres attentes pour aller vers l'inconnu, vers l'impensé, vers des choses qu'on ne connaissait pas. Et tout cela introduit, entraîné, favorisé, stimulé
par le travail du lobbying qui a su très bien auprès des politiques vendre des solutions supposées parfaites dans le cadre du monde éducatif et souvent du monde éducatif public. C'est pour dire la soumission des politiques dont a fait preuve le monde politique depuis plus d'une dizaine d'années à l'égard de l'industrie du numérique, qui représente, à mon sens, on pourrait en faire presque un séminaire sur cette question, qui représente, à mon sens, une faute éminemment coupable. Je pense à un autre stade, le troisième stade, que je nomme le stade prescriptif. Alors, mesdames et messieurs, n'en doutez pas, j'ai presque l'impression de parler comme un prêtre, comme les évangélistes des technologies numériques, n'en doutez pas, n'en doutez pas. S'il y a bien un secteur qui va profiter, mais merveilleusement, des développements de l'intelligence artificielle, mais c'est évidemment la médecine, nous dit-on, qui va connaître un saut qualitatif qu'il n'avait jamais connu auparavant. Voilà une stratégie commerciale, marketing extraordinaire en vue de nous vendre, de légitimer les systèmes d'intelligence artificielle. En réalité, il faut aller voir comment les choses se passent au-delà des discours formatés et construits en vue de nous faire, comme on dit en français, avaler la pilule. Je ne sais pas si ça se dit de la même manière en espagnol. En réalité, ce à quoi nous avons affaire, et cela on ne l'évoque pas, mais j'en parle avec beaucoup de médecins en France et aussi à l'étranger, nous avons affaire à une gigantesque entreprise de privatisation de la médecine par les groupes de la donnée. Qu'est-ce que Google est venu faire dans la médecine? Vous voulez me le dire, alors qu'ils étaient sur les mots-clés. Qu'est-ce qu'Apple est venu faire dans la médecine? L'enjeu, c'est quoi? Car nous parlons d'intelligence artificielle, est indissociable de l'autre phénomène technique majeur de notre temps. Je veux parler de l'introduction de capteurs sur toutes les surfaces de la réalité. Et quand je dis toutes les surfaces de la réalité, au premier rang desquelles, vous l'avez peut-être compris, le corps. Vous, moi, avec des capteurs, des montres connectées, les smartphones, et à terme des puces au sein de nos flux physiologiques, et qui visent quoi? Qui visent ces systèmes développés par les groupes de la donnée, qui visent à interpréter nos flux physiologiques jusqu'à nos flux émotionnels supposés, en vue de soit eux-mêmes proposer des solutions thérapeutiques. Il y a déjà quantité de salons, de centres médicaux qui sont construits, érigés par notamment HealthTech et Google Earth, et aussi et surtout en vue, pour les groupes de la donnée, vous imaginez l'ampleur du marché médical à l'échelle, le marché de la santé à l'échelle de la planète, en vue, par la connaissance des comportements, des s'ériger, c'est exactement ce que recherche Google, par exemple, avec la médecine, mais c'était pareil avec la véhicule autonome, dont on peut se dire, mais qu'est-ce que Google est venu faire dans les voitures? Non, l'idée, c'est de s'ériger comme les plateformes principales entre la connaissance des comportements et la vente de mots-clés aux industries du monde entier, capables d'acheter des mots-clés et donc de proposer leurs services et leurs produits à l'échelle de la planète, et notamment à l'industrie pharmaceutique, à l'intérieur de ce qu'on nomme une logique de plateforme. Alors, je vous donne un exemple, mesdames et messieurs, de ce qui s'est passé depuis 10 ans avec des systèmes d'intelligence artificielle dans la médecine était éminemment éloquent. Je pense au système Watson développé par IBM, dont le premier a été introduit en 2010, qui était un organe informationnel à destination des médecins absolument formidable, c'est-à-dire qui informait à propos des foyers de contamination, des incidences de molécules, les effets secondaires de certaines molécules sur certains profils, le développement de certains individualisés de certaines pathologies et de certains traitements thérapeutiques, un formidable, et qui permettait par mots-clés pour les médecins d'avoir quantité à une infinité d'informations. Là, on peut dire qu'il y avait un organe extrêmement utile et bienvenu. Et je dis bienvenu parce qu'il apportait une information supposée de qualité, mais surtout, qui laissait la main au médecin d'agir comme bon lui semble en fonction des informations auxquelles il avait affaire. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les 10 dernières années? C'est que ces mêmes systèmes de Watson sont devenus des systèmes de diagnostic automatisé. Ah, comme si le médecin était une sorte de personne défaillante et qui n'avait pas grande valeur dans la capacité de domestique, et que désormais la vérité du diagnostic est appelée à être énoncée par des systèmes. Alors là, ça pose beaucoup de problèmes, notamment le fait que ces systèmes de diagnostic dont on n'arrête pas de nous dire, ils ont découvert des cancers, des mélanomes, qui auraient été pas du tout vus par l'œil humain. C'est faux. D'abord, c'est faux. C'est faux. Il y a très peu on fait comme s'il y avait quantité d'erreurs de diagnostic. Ce n'est pas le cas.
Et moi, je demanderais, j'en parle avec des médecins, qu'il y ait au moins des systèmes de contre-diagnostic automatisés. Car quand il y a un diagnostic, par exemple, pour un cancer avancé, il y a du contre-diagnostic, il y a de la pluralité, il y a de l'évaluation en commun. Là, c'est l'idée que des systèmes qui valent une fortune, qui ne sont pas développés par des médecins, mais par l'industrie de la donnée, qui entendent vendre tous leurs produits dans tous les hôpitaux du monde entier, alors que ça coûte une fortune, ça au détriment de la qualité et l'embauche du personnel, ce qui est une honte, vous le reconnaîtrez. Je considère ça comme une honte. Et au moins, il faudrait qu'il y ait des systèmes de diagnostic, de contre-diagnostic. Ça, personne ne parle de ça, mais alors, le coût que ça induirait. Et puis, il y a une troisième fonctionnalité qui, là, vous le reconnaîtrez, est plus que problématique encore, d'un point de vue politique, éthique et évidemment juridique. Je veux parler de la fonction de prescription. Désormais, des systèmes, et c'est utilisé aux États-Unis, sont dotés de la faculté de prescription. C'est-à-dire, après le diagnostic, c'est telle molécule qu'il faut prendre. Alors, vous voyez bien qu'avec les systèmes de données, les bases de données, où on ne voit pas comment ça fonctionne, et il y a une invisibilité, c'est structurel. Hein, il n'y a aucune méfiance là, c'est structurel. Qui peut dire qu'il a vu des algorithmes moulinés fonctionner? Personne. Donc, on peut imaginer que la charte du médecin, l'intégrité, qu'il y ait de l'achat de mots-clés par le monde pharmaceutique suite à des diagnostics. Ce qui représente, et je pense que vous serez d'accord avec moi, mesdames et messieurs, une abjection. Et là, il y a, ça devrait faire l'objet d'une mobilisation et de chantiers juridiques à la hauteur des enjeux et qui n'ont pas lieu. Qui n'ont pas lieu. Et je pense à un dernier stade que j'ai nommé, qui est d'une grande gravité, qui est une dimension contemporaine majeure, et je suis désolé de vous dire que je pense que ces enjeux ne sont pas suffisamment perçus, ne font pas suffisamment de débat à la hauteur des enjeux de ce quatrième niveau que je note, le stade, attention à l'adjectif que je vais utiliser, le stade coercitif. Coercitif. Là, ça ne rigole pas. Hein. Là, notre capacité à nous déterminer, il n'est pas du tout à l'œuvre. Hein. Et où est-ce qu'il est à l'œuvre, ce stade coercitif? Principalement, en tout cas, je ne lui parlais que de ça aujourd'hui avec vous, dans le cas du stade coercitif, principalement dans le monde du travail. Alors, je vais vous dire quelques mots relativement à ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, le développement de l'intelligence artificielle et le monde du travail. On a beaucoup parlé, pris dans une sorte de panique, qui voudrait que les grands avantages aujourd'hui avec le développement de l'intelligence artificielle, c'est la médecine, et les grands inconvénients, c'est la destruction d'emplois. Cette équation que je refuse, le principe étant de saisir ce qui est majoritairement structurant. En tous les cas, depuis quelques années, le monde a été pris de panique, comme s'il se rendait compte d'un effet secondaire qui nous a saisis. C'est la destruction d'emplois annoncés, mais d'emplois qui, à la différence de la robotisation dans les usines à la fin des années 70, qui se substituaient des robots à des métiers à haute pénibilité, dont on pouvait dire qu'au moins c'était bienvenu. Là, ce sont des métiers à haute compétence cognitive, des avocats, on a parlé des médecins. Bon, chantier extrêmement important, où les choses se passent comme si on acceptait le mise au banc de l'humain. Mais il y a une autre dans le cadre du travail. Je vais dépasser les 15 minutes, mais c'est pas grave. Je suis en forme, je vais aller au bout de mon exposé aujourd'hui avec vous. J'étais très fatigué, mais vous m'avez donné une énergie, je ne sais pas d'où ça vient. J'étais épuisé. Bon. Alors, il y a un autre point dans le champ du travail, c'est ce qu'on nomme, d'un point de vue sexy, l'usine 4.0, ou en anglais, d'un point de vue extrêmement sexy, Data Driven Manufacture. Waouh, ça impressionne les politiques, ça impressionne les industriels, mais il faut l'entendre l'expression. Data Driven Manufacture, l'usine pilotée par des données. Alors que l'entreprise, jusque-là, nous pouvions le croire, le supposer, le comprendre comme ça en société, sont les lieux de travail, sont des collectifs humains, où il y a de la pluralité, de la contradiction et la volonté plus ou moins affirmée de répondre à des objectifs communs, partagés. Eh bien là, non. C'est une nouvelle logique, un nouveau paradigme qui s'introduit, qui vise, avec la logique de capteur dont je vous ai parlé, qui est indissociable des systèmes d'intelligence artificielle, c'est-à-dire la collecte de données à l'intérieur de, je l'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur de quantité de pans de nos réalités, et qui vise à instaurer des capteurs sur les chaînes de conception, les chaînes de projection, de production, les chaînes de logistique, jusqu'à la chaîne, ce qui est nommé satisfaction client, et qui voit quoi? Qui voit des systèmes d'intelligence artificielle interpréter en temps réel des situations et qui édictent en retour
les bons gestes à entreprendre auprès du personnel, ce qui est exactement a lieu, par exemple, dans les entrepôts Amazon, où c'est des signaux, les manufacturiers reçoivent des signaux en vue de la plus grande optimisation, en vue de répondre à des cadences infernales, qui réduit ces systèmes, qui réduisent, vous le reconnaîtrez, l'être humain, les humains à des robots de chair et de sang, qui dénient tout apport singulier et qui bafouent toute intégrité et besoin légitime de reconnaissance. Contrairement à ce terme d'intelligence artificielle, j'ai bientôt terminé, mesdames et messieurs, j'ai vu que j'ai dépassé. C'est mon grand défaut, ça continue. Contre le terme d'intelligence artificielle, nous devons affirmer, j'affirme aujourd'hui auprès de vous, je l'ai affirmé précisément dans mon dernier ouvrage, que nous n'avons aucune affaire à une intelligence artificielle dont l'expression supposerait que c'est une intelligence qui serait comme naturellement habilitée à se substituer à nos intelligences humaines. C'est cela qui est dans le nom d'intelligence artificielle. Le principe que des systèmes seraient comme naturellement habilités à se substituer à nos intelligences humaines, individuelles et collectives. En réalité, nous n'avons pas affaire à des systèmes d'intelligence artificielle, mais à des modes de rationalité tendus et qui sont érigés en vue, je l'ai dit, en vue d'introduire une marchandisation intégrale de la vie et une organisation automatisée et algorithmique de nos existences collectives. Alors je ne nie pas, pour terminer ma présentation, dont vous avez bien compris qu'elle aurait pu durer plus de temps, mais c'est l'exercice qui veut ça, je ne nie pas qu'il y ait quelques fonctionnalités positives, tant que les systèmes nous laissent la main jusqu'à nouvel ordre. Mais dès qu'il y s'opère un franchissement de seuil, ou la capacité à exprimer notre autonomie de jugement, je pense par exemple aux conditions du travail, la capacité à faire valoir la pluralité, la contradiction humaine, sont bafouées, alors je pense que nous devons les tenir pour inacceptables. Et c'est à ce titre-là que j'avais donné à mon ouvrage sur l'intelligence artificielle le sous-titre de « Anatomie d'un anti-humanisme radical », parce que ce sont les principes fondateurs de l'humanisme du XVIIIe siècle, fondé sur la capacité à nous déterminer librement, individuellement et collectivement, qui sont en train, au-delà des discours, d'être bafoués à une vitesse qui nous démet de notre capacité à nous déterminer librement, collectivement, en société, sur un futur qu'on nous promet être écrit à l'avance. Je n'ai plus qu'une minute, mesdames et messieurs. Car qu'est-ce qui est à l'œuvre, là? Qu'est-ce qui est à l'œuvre? Si on essaye de voir de près ce qui se joue, on se dit, mais c'est quand même très étonnant, tout cela. Qu'est-ce qui est à l'œuvre? Eh bien, ce qui est à l'œuvre, c'est une vision du monde. Une vision du monde. Dont Georges Lukács, le philosophe marxiste, ce que je ne suis pas, mais Georges Lukács disait qu'il n'y a aucune vision du monde innocente. Aucune vision du monde innocente. Et quelle est cette vision du monde qui nous vient de Californie? Elle est que Dieu n'a pas parachevé la création. Que le monde est pétri de défauts. Et que le premier vecteur de ces défauts, le monde est pétri de catastrophes depuis l'histoire, n'est-ce pas, d'accidents, de conflits. Le premier vecteur de ces défauts, c'est vous, c'est moi, c'est l'humain. Mais un miracle a lieu aujourd'hui, c'est l'avènement des technologies dites de l'exponentiel. Ah, l'exponentiel, hein, il faut l'entendre, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se prononcer, et qui sont appelés à vitesse exponentielle à racheter tous les défauts humains. Donc qu'est-ce que ça introduit aussi? Ça introduit une sorte d'hygiénisme qui est appelé à être radical et omniprésent au sein de nos sociétés. Donc vous voyez, quand on parle continuellement de protection des données personnelles, de privacy, de vie privée. Moi qui ai travaillé sur ces enjeux il y a 12 ans maintenant, je pense que nous occultons, ça fait écran à des nouvelles questions qui sont apparues ces 10 dernières années, qui sont au moins aussi importantes que la protection de notre petite vie privée, qui est tellement à l'image du temps, dont on ne voit pas les questions de protection de liberté collective, de l'exercice de notre jugement collectivement, à nous déterminer librement relativement à ces systèmes qui introduisent, qui vont entériner cet anti-humanisme radical. Vous comprenez qu'au-delà que ces affaires de données privées, de privacy, doivent être relativisées et ne doivent pas faire écran à des questions civilisationnelles et anthropologiques au moins aussi importantes. Donc que faire? Je terminerai par cela. Je crois d'abord qu'il faut être agissant. La décade 2020 nous appelle à être agissants. Je propose trois modalités très simples. Face au techno-discours omniprésent,
formatés par l'industrie numérique, formatés par des think tanks, formatés par des institutions d'éducation. Eh bien, face à ces technodiscours, il faut mobiliser le témoignage. Je crois que l'heure est au témoignage. Témoignage sur lequel a travaillé Jacques Derrida. L'heure est au témoignage, c'est-à-dire racontons, au-delà des discours formatés, comment les choses se passent. Comment les choses se passent dans les écoles, comment les choses se passent dans la médecine, comment les choses se passent dans le travail avec ces systèmes d'intelligence artificielle. Faisons remonter les expériences qui contredisent ces discours formatés. Je pense à une deuxième modalité avec laquelle nous avons probablement renoncé. C'est une modalité ô combien affirmée par Pasolini au cours des années 50. C'est le pouvoir, duquel nous nous sommes, je pense, malheureusement détournés. C'est le pouvoir de dire non, du refus. Car je pense que nous n'utilisons pas suffisamment notre capacité à dire, quand nous estimons que notre intégrité, comme ce que j'ai par exemple évoqué pour le travail, mais même pour les médecins, quand nous estimons que notre intégrité, notre dignité sont bafouées, nous devons, si c'est individuellement, ça n'a pas beaucoup de valeur, si c'est collectivement, dire nous, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Et il y a la force du groupe à pouvoir affirmer son refus. Et enfin, je crois qu'il est temps de faire valoir d'autres imaginaires, ce qu'on peut nommer des contre-imaginaires, défendant d'autres modalités d'existence que ceux fondés sur la volonté de marchandiser la vie, d'introduire une organisation automatisée et hygiéniste des choses. Les années 2010 ont témoigné d'une forme d'excès de l'industrie du numérique, d'une forme d'hubris, d'une forme de psychiatrie collective qui est provenue de la Silicon Valley, qui se parait de bonnes intentions et qui entendait dessiner de part en part le cours de nos existences sans nous demander notre assentiment. C'est ce que j'avais dénoncé dans mon livre « La siliconisation du monde » qui est paru chez Carranegra en 2018. Alors, nous vivons une évolution rapide des mentalités depuis quelques années, qui prend la forme d'une conscience relativement à toutes les dérives causées par le libéralisme économique depuis près d'un demi-siècle maintenant, relativement à la montée des inégalités, à la généralisation de la précarité, au dérèglement climatique. Il y a une conscience forte depuis quelques années qui s'est opérée à l'échelle globale, à l'échelle de la planète, et qui est très massive, et qui se formalise par des mobilisations. Je pense aux Gilets jaunes en France. Nous sommes à Santiago, que je découvre depuis quelques jours avec plaisir. Je pense évidemment aux soulèvements qui sont à l'œuvre au Chili depuis quelques mois. Je pense à des cas de figure différents. Mais il y a l'idée de se mobiliser pour faire valoir notre capacité de refus et de défendre d'autres modalités. Je pense à ce qui se passe en Algérie, à Hong Kong. La liste est longue. Et qu'est-ce qui se manifeste là? C'est le fait que, relativement à quantité d'excès, aujourd'hui, les personnes, les individus, les citoyens, les peuples entendent témoigner de leur capacité à ne plus subir les situations, ce que nous avons particulièrement subi relativement au développement des technologies numériques, mais plus largement relativement au monde économique et un recul des services publics qui a été généralisé tendanciellement sur toutes les surfaces de la planète, et manifeste la volonté de nous ressaisir de nos destins et de défendre les principes élémentaires qui ont été bafoués, ceux du droit à la justice sociale, de la défense de l'intégrité et de la dignité humaine. Et cette volonté de ne plus subir les situations, ce seront mes derniers mots, mesdames et messieurs, je pense qu'elles devront, j'ai cet espoir, sans beaucoup d'espoir, mais je veux croire en ça, ce que nous avons vécu va être l'occasion de redéfinir les conditions de la vie démocratique. Et je pense à l'intérieur d'une double équation. À la fois peser sur les institutions, car nous avons besoin d'institutions, de peser collectivement sur les institutions pour que ces principes qui ont été oubliés, occultés, évacués depuis plusieurs décennies soient à nouveau introduits et défendus. Et je pense aussi qu'il faudrait développer à toutes les échelles de la société, là où nous nous trouvons, dans le travail, dans les hôpitaux, dans les écoles, une sorte de démocratie de l'ordinaire, du quotidien, une sorte de démocratie presque moléculaire à côté de la démocratie institutionnelle et qui vise à affirmer le principe intangible qui ferait notre honneur et qui veut que plus on compte nous dessaisir de notre capacité d'agir, plus désormais, à mon sens, et plus que jamais, il convient d'être individuellement et collectivement agissant. C'est, je pense, avec fermeté et avec espoir que nous devons engager cette trajectoire des choses pour la décennie à venir. Je vous remercie très chaleureusement pour votre attention. Merci, mesdames et messieurs.